Nous sommes à la bibliothèque de l'Arsenal, une bibliothèque qui existe depuis 1756 dans ses murs et qui est nationale depuis la Révolution. Plus spécifiquement dans la pièce qui est dédiée ici au saint-simonisme, conformément aux vœux des saint-simoniens qui ont donné le fonds à la bibliothèque de l'Arsenal au 19e et qui depuis le départ ont souhaité que ce fonds soit exposé dans son unité, dans une seule et même pièce. C'est un vœu qui mettra un peu plus d'un siècle et demi à se réaliser, mais nous y sommes. Voilà cette pièce qui est à la fois une pièce de conservation des archives du mouvement saint-simonien et d'exposition de celle-ci. Et en particulier, vous voyez autour de moi des tableaux, des bustes, des œuvres iconographiques, des objets, certains objets emblématiques, d'autres objets plus du quotidien, qui ont fait intégralement partie du don des archives saint-simoniennes à la bibliothèque de l'Arsenal et qui racontent, elles aussi, cette volonté mémorielle qui a marqué le mouvement depuis ses débuts, celle d'un mouvement qui voulait constituer sa propre mémoire, ses propres archives pour continuer à irriguer de ses idées la postérité. Alors le saint-simonisme est une école de pensée qui est créée et portée par de fervents disciples du comte de Saint-Simon, que vous voyez donc, vous voyez le portrait derrière moi, et notamment Bazard et Enfantin qui vont être les deux principaux chefs de file du mouvement. Le comte de Saint-Simon avait développé une philosophie selon laquelle le destin des hommes est de travailler pour produire sous la houlette des plus savants d'entre eux. C'est une idée qui lui vaut de mourir dans le plus grand dénuement en 1825, mais entouré de fervents disciples qui vont ensuite reprendre à leur compte ces idées, les développer, les porter et en faire le siège, le socle d'une doctrine industrialiste et disons, plus largement de ce qu'on a pu appeler un socialisme industriel, parfois un de ces courants de socialisme utopique qui fleurissent à cette époque-là. Et la particularité du mouvement du saint-simonisme, c'est que Prosper Enfantin et Bazard, les deux principaux chefs de file du mouvement, vont constituer cette école de pensée en une véritable religion, une véritable doctrine, et organiser les suiveurs de ce mouvement au sein d'une famille hiérarchisée dont ils vont être les chefs de file et qui va s'entourer de toute une mystique également. Ils vont d'ailleurs s'appeler tout de suite la religion saint-simonienne, se donner le nom de religion saint-simonienne et proposer une vision de la société égalitaire entre hommes et femmes et dans laquelle à chacun doit revenir selon ses capacités, c'est-à-dire que chaque homme doit avoir la place dans la société qu'il mérite en fonction de ses propres capacités et non pas en fonction de la naissance ou d'un privilège de fortune. Nous supposons que la France perde subitement ses 50 premiers physiciens, ses 50 premiers chimistes, ses 50 premiers physiologistes, ses 50 premiers mathématiciens, ses 50 premiers poètes, ses 50 premiers peintres, ses 50 premiers sculpteurs, ses 50 premiers musiciens, ses 50 premiers littérateurs. Ses 50 premiers mécaniciens, ses 50 premiers ingénieurs civils et militaires, ses 50 premiers artilleurs, ses 50 premiers architectes, ses 50 premiers médecins, ses 50 premiers chirurgiens, ses 50 premiers pharmaciens, ses 50 premiers marins, ses 50 premiers horlogers, ses 50 premiers banquiers, ses 200 premiers négociants, ses 600 premiers cultivateurs, ses 50 premiers maîtres de forge, ses 50 premiers fabricants d'armes, ses 50 premiers tanneurs, ses 50 premiers teinturiers, ses 50 premiers mineurs, ses 50 premiers fabricants de draps, ses 50 premiers fabricants de coton, ses 50 premiers fabricants de soieries, ses 50 premiers fabricants de toiles, ses 50 premiers fabricants de quincaillerie, ses 50 premiers fabricants de faïence et de porcelaine,
ces 50 premiers fabricants de cristaux et de verreries, ces 50 premiers armateurs, ces 50 premières maisons de roulage, ces 50 premiers imprimeurs, ces 50 premiers graveurs, ces 50 premiers orfèvres et autres travailleurs de métaux. Ces 50 premiers maçons, ces 50 premiers charpentiers, ces 50 premiers menuisiers, ces 50 premiers maréchaux, ces 50 premiers serruriers, ces 50 premiers couteliers, ces 50 premiers fondeurs, et les 100 autres personnes de divers états non désignés, les plus capables dans les sciences, dans les beaux-arts, et dans les arts et métiers faisant de tous les 3000 premiers savants, artistes et artisans de France. Comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ceux qui donnent les produits les plus importants, ceux qui dirigent les travaux les plus utiles de la nation et qui la rendent productive dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, ils sont réellement la fleur de la société française. Ils sont de tous les Français les plus utiles à leur pays, ceux qui lui procurent le plus de gloire, qui hâtent le plus sa civilisation ainsi que sa prospérité. La nation deviendrait un corps sans âme à l'instant où elle les perdrait. Elle tomberait immédiatement dans un état d'infériorité vis-à-vis des nations dont elle est aujourd'hui la rivale, et elle continuerait à rester subalterne à leur égard tant qu'elle n'aurait pas réparé cette perte, tant qu'il ne lui aurait pas repoussé une tête. Il faudrait à la France au moins une génération entière pour réparer ce malheur, car les hommes qui se distinguent dans les travaux d'une utilité positive sont de véritables anomalies, et la nature n'est pas prodigue d'anomalies, surtout de celles de cette espèce. Passons à une autre supposition. Admettons que la France conserve tous les hommes de génie qu'elle possède dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, mais qu'elle ait le malheur de perdre le même jour Monsieur, frère du roi, Monseigneur le duc d'Angoulême, Monseigneur le duc de Berry, Monseigneur le duc d'Orléans, Monseigneur le duc de Bourbon, Madame la duchesse d'Angoulême, Madame la duchesse de Berry, Madame la duchesse d'Orléans, Madame la duchesse de Bourbon et Mademoiselle de Condé. Qu'elle perde en même temps tous les grands officiers de la couronne, tous les ministres d'État, avec ou sans département, tous les conseillers d'État, tous les maîtres des requêtes, tous ces maréchaux, tous ces cardinaux, archevêques, évêques, grands vicaires et chanoines, tous les préfets et les sous-préfets, tous les employés dans les ministères, tous les juges et, en sus de cela, les 10 000 propriétaires les plus riches parmi ceux qui vivent noblement. Cet accident affligerait certainement les Français, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ne sauraient voir avec indifférence la disparition subite d'un aussi grand nombre de leurs compatriotes. Mais cette perte des 30 000 individus réputés les plus importants de l'État ne leur causerait de chagrin que sous un rapport purement sentimental, car il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État. D'abord par la raison qu'il serait très facile de remplir les places qui seraient devenues vacantes. Il existe un grand nombre de Français en état d'exercer les fonctions de frère du roi, aussi bien que monsieur. Beaucoup sont capables d'occuper les places de prince tout aussi convenablement que Monseigneur le duc d'Angoulême, que Monseigneur le duc de Berry, que Monseigneur le duc d'Orléans, que Monseigneur le duc de Bourbon. Beaucoup de Françaises seraient aussi bonnes princesses que Madame la duchesse d'Angoulême, que Madame la duchesse de Berry, que Mesdames d'Orléans, de Bourbon et de Condé. Les antichambres du château sont pleines de courtisans prêts à occuper les places de grands officiers de la couronne. L'armée possède une grande quantité de militaires aussi bons capitaines que nos maréchaux actuels. Que de commis valent nos ministres d'État? Que d'administrateurs plus en état de bien gérer les affaires des départements que les préfets et les sous-préfets présentement en activité? Que d'avocats aussi bons jurisconsultes que nos juges? Que de curés aussi capables que nos cardinaux? Que nos archevêques, que nos évêques, que nos grands vicaires et que nos chanoines? Quant aux 10 000 propriétaires vivant noblement, leurs héritiers n'auront besoin d'aucun apprentissage pour faire les honneurs de leur salon aussi bien qu'eux. La prospérité de la France ne peut avoir lieu que par l'effet et en résultat des progrès des sciences, des beaux-arts et métiers. Or, les princes, les grands officiers de la couronne, les évêques, les maréchaux de France, les préfets et les propriétaires oisifs ne travaillent point directement au progrès des sciences, des beaux-arts, des arts et métiers. Loin d'y contribuer, ils ne peuvent qu'y nuire, puisqu'ils s'efforcent de prolonger la prépondérance exercée jusqu'à ce jour par les théories conjecturales sur les connaissances positives. Ils nuisent nécessairement à la prospérité de la nation en privant, comme ils le font, les savants, les artistes et les artisans du premier degré de considération qui leur appartient légitimement. Ils y nuisent puisqu'ils emploient leurs moyens pécuniaires d'une manière qui n'est pas directement utile aux sciences, aux beaux-arts et aux arts et métiers.
Ils y nuisent, puisqu'ils prélèvent annuellement sur les impôts payés par la nation une somme de 3 à 400 millions sous le titre d'appointements, de pensions, de gratifications, d'indemnités, etc., pour le paiement de leurs travaux qui lui sont inutiles. Voici à côté de moi le portrait, le buste du chef de file qui va rester jusqu'à la fin du mouvement, c'est-à-dire après la scission de Bazar. Le père Enfantin, donc Prosper Enfantin, ici représenté de façon monumentale, ce qui en dit long sur le prestige que le père pouvait avoir au sein du mouvement, et représenté également dans les habits de la confrérie de Ménilmontant, où après une première perquisition de la police, les Saint-Simoniens vont d'une certaine façon se retirer pour constituer, donner en spectacle une représentation de leur idéologie politique, sociale, morale, et donc créer une sorte, dans cette propriété sur la colline de Ménilmontant où ils vont se rassembler, donner une version de la société telle qu'ils voudraient qu'elle soit, avec son culte, avec ses règles, avec cette égalité et en même temps ce partage des tâches entre les hommes et les femmes. Et ils vont adopter un costume qui va avoir pour particularité de se boutonner dans le dos, ce qui fait que les membres de la famille saint-simonienne, tel est le nom qu'ils se donnent, les membres de la famille saint-simonienne ont besoin des uns et des autres pour attacher leur propre habit, ce qui est une façon évidemment de rappeler la solidarité des uns et des autres. Et donc c'est l'habit avec on voit un petit peu le collier à l'intérieur de l'habit, qui est dans lequel le père Enfantin est représenté, donc avec l'uniforme programmatique du mouvement saint-simonien. Alors, qui étaient les Saint-Simoniens ? Les Saint-Simoniens sont de jeunes gens, en fait, pour beaucoup sortis des écoles d'ingénieurs, centraliens, polytechniciens, qui se regroupent donc derrière ces deux chefs de file que sont Bazar et Enfantin. Olympe Rodriguez est un autre grand nom du mouvement. Alors ce sont les frères Pereire, ce sont Michel Chevalier, ce sont Arlès Dufour, pour ne citer que trois noms qui vont faire date ensuite. Le mouvement saint-simonien se constitue véritablement en école et en fait en famille autour des années 1827-28, et il répand ses idées principalement par voie de presse et en organisant des séances de prédication publiques, donc des sortes de grandes conférences dans lesquelles ils exposent leurs idées, ils exposent la doctrine de Saint-Simon, ils exposent leurs propres idées qui viennent nourrir ce corps doctrinal, et dans lesquels ils attirent des jeunes gens un peu comme eux, mais aussi des jeunes femmes, puisque c'est un mouvement qui propose que les femmes aient le même rang que les hommes dans la société. Et donc de nombreuses femmes, Suzanne Voilquin par exemple, vont se retrouver embarquées dans ce mouvement. Lorsque le mouvement s'arrête en 1832 parce que la police perquisitionne et met en examen, poursuit en justice le mouvement saint-simonien, pour trouble à l'ordre public en raison de leur prédication publique, pour trouble à l'ordre moral en raison des positions qu'ils prennent sur le plan moral. Ils vont jusqu'à défendre l'abolition du mariage, l'idée que les amours doivent être libres, doivent être mobiles, doivent être même pluriels. Ça choque énormément. Et la fin du mouvement sera vraiment après la retraite de Ménilmontant, en 1832, lorsque même la retraite de Ménilmontant est interdite par la justice, frappée d'interdiction, et que le père Enfantin est emprisonné à Saint-Pélagie. Après sa dissolution, le mouvement saint-simonien ne va pas pour autant disparaître complètement. Ses membres vont rentrer dans le rang de l'ordre établi, mais leurs idées vont continuer à prospérer, et eux
doctrines tout au long de leur vie, et on va les retrouver au Second Empire, les uns et les autres, à des postes en fait clés de la vie économique, politique et sociale de la France. Le père Enfantin, alors il va y avoir un épisode d'Exil en Orient, mais on retrouve le père Enfantin à la tête du PLM, le fameux chemin de fer Paris-Marseille, qui est une idée portée par les Saint-Simoniens dans une optique de grands travaux industriels qui profitent en retour à la société, qui profitent en retour à tous, qui profitent en retour à la classe la plus humble, à la classe la plus pauvre, ce qui fait partie de leur programme social d'emblée. On va retrouver les frères Pereire dans la banque, on va retrouver Michel Chevalier, conseiller politique et diplomatique de Napoléon III. Bref, le saint-simonisme, les idées du saint-simonisme vont être portées par leurs propres membres, qui pour certains d'ailleurs vont appliquer à leurs propres entreprises certaines des règles du saint-simonisme, et par exemple ne pas prendre leurs héritiers, leurs enfants biologiques pour héritiers, mais choisir des héritiers en fonction des capacités de ceux-ci ou en fonction des talents de ceux-ci pour continuer leur entreprise, donc en brisant un peu la loi naturelle de l'héritage, conformément à ce qui faisait partie de la doctrine saint-simonienne. Et donc aujourd'hui, certaines encore des plus grandes entreprises françaises sont dans la droite ligne des créations saint-simoniennes. Le Paris-Marseille en tant que tel est encore une ligne ferroviaire qui existe. Le canal de Suez est entièrement pensé, imaginé, préparé, planifié et mené par des saint-simoniens, donc quand même une voie commerciale extrêmement importante, et des grandes entreprises comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la Lyonnaise des Eaux ont été des créations de Saint-Simoniens. Alors, à la bibliothèque de l'Arsenal, nous avons l'ensemble des archives, la quasi-totalité des archives du mouvement saint-simonien. Pourquoi nous les avons ? Nous les avons parce que les Saint-Simoniens eux-mêmes, et très tôt dans l'histoire du mouvement, ont souhaité conserver leurs propres archives, conserver la mémoire de leur propre mouvement, la mémoire de leur propre doctrine, et c'est quelque chose de très intéressant pour la postérité. Donc, au Second Empire, Prosper Enfantin fait un certain nombre de démarches pour que les archives du mouvement se retrouvent gardées en un seul lieu. Il souhaite créer une bibliothèque, donc il s'adresse au ministère pour que soit créée une bibliothèque dédiée. Finalement, le ministère va choisir de donner ces archives à la bibliothèque de l'Arsenal, qui existe déjà. Et donc, par un décret de 1865, l'ensemble des archives saint-simoniennes entrent à la bibliothèque de l'Arsenal. C'est un fonds qui va continuer à s'agrandir. Pourquoi ? Parce qu'il est constitué à la fois des archives à proprement parler du mouvement, c'est-à-dire la bibliothèque de Ménilmontant, qui a longtemps été la bibliothèque personnelle du père Enfantin, qui a été enrichie aussi également, les volumes d'archives qui ont été copiés par les Saint-Simoniens dans une démarche de préservation explicite et consciente de la mémoire de leur mouvement, à un moment donné où ils sont sous le coup sous le coup d'une plainte en justice, et ils savent qu'ils vivent leurs dernières heures, et ils sont dans une espèce de dernière retraite et de dernière démonstration un peu flamboyante aussi. Et donc à ce moment-là, ils se disent il faut garder la mémoire de notre mouvement, et donc ils copient les grands volumes d'archives que vous voyez derrière moi, donc 5 grands volumes dans lesquels ils recopient les textes qui leur paraissent les plus importants, à la fois des textes publiés, des manuscrits de traités, de réflexions, mais aussi de la correspondance, parce qu'il y avait une correspondance intense entre eux, et que cette correspondance était une correspondance d'idées, une correspondance de débat d'idées, une correspondance nourrie, une correspondance très importante pour la constitution de l'idéologie du mouvement. Et donc ils vont aussi conserver cette correspondance. Et alors évidemment, il va y avoir à un moment donné un appel à tous les anciens saint-simoniens pour que ceux-ci rapportent leur
leurs correspondances, leurs lettres reçues, et celles-ci vont être patiemment classées et constituées dans des recueils dédiés, avec, et c'est là que cette constitution active de la mémoire, c'est-à-dire que quelque part, inventorier, conserver, c'est aussi penser, c'est aussi agir. Et donc il va y avoir des regroupements qui vont être faits par les Saint-Simoniens eux-mêmes, par exemple dans la correspondance du Globe, donc des lecteurs qui écrivent, des éditeurs qui appellent des plumes pour écrire, etc. Il y a un ensemble de lettres émanant de polytechniciens, et à Ménilmontant, les Saint-Simoniens vont faire le choix de relier l'ensemble de ces lettres dans un seul et même volume, ce qui démontre qu'ils ont une conscience quand même de la sociologie aussi, de la portée de leurs idées. Il va y avoir une correspondance de femmes aussi parce qu'ils portent des idées, un volume consacré aux correspondances de femmes. Et donc il y a de façon matérielle aujourd'hui dans ces archives, non pas la trace du classement d'un bibliothécaire quelconque qui aurait patiemment et avec dédication, classer, trier, inventorier, donner forme à cet ensemble, ce qui est un ensemble de feuilles volantes, hein, de papier, de documents dans tous les sortes, mais le recul du mouvement lui-même sur sa propre production intellectuelle, sur sa propre production épistolaire, sur sa propre production littéraire même, voire mystique. Alors, j'ai eu envie de vous donner à voir quelques-unes des pièces emblématiques de ce mouvement. Par exemple, commençons par le premier volume des archives. Donc, vous voyez que ça, ce sont les archives. Et ce sont des volumes qui s'appellent archives. Donc, là, vous avez la reliure d'époque. Hein, donc, c'est eux qui vont choisir d'appeler ça premier volume, archives. Donc, on constitue la mémoire du mouvement. Et dedans, ce que vous avez, c'est la copie nette et soignée par tous les Saint-Simoniens qui font partie de la retraite à Ménilmontant, d'un certain nombre de textes et de lettres emblématiques. Ici, le père Enfantin qui écrit à Thérèse, ici à Pichard. Ces lettres sont classées et copiées dans un certain ordre qui est défini par le père Enfantin, qui est l'instigateur, l'initiateur de ce grand mouvement de sauvegarde de toute cette pensée. Et à la fin du premier volume a été adjointe une note qui explique la constitution de ces volumes et l'activité quasiment monacale de l'atelier de copie de Ménilmontant. La copie des archives faisant partie intégrante de la journée des Saint-Simoniens, le soir à 5 heures, de la même façon que la copie des livres au Moyen-Âge faisait partie de l'activité des monastères et faisait partie des règles monastiques. Et donc effectivement, voilà, toutes les pièces manuscrites qui composent les archives sont classées jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, en grandes époques, et donc une description du classement, et puis un témoignage un peu presque à chaud hein, de la façon dont ces pièces ont été transportées à Ménilmontant, je lis, dans un grand désordre, et il y avait beaucoup de lacunes à combler. La plupart n'existaient que dans une seule copie, et en plus des feuilles volantes, et donc il y a une méthode qui est détaillée, donc cet atelier de copie, pour qu'il reste au moins 2 traces matérielles de chaque lettre envoyée. Une, la lettre originale, on va quand même tenter de conserver, et puis une deuxième, la copie dans ces volumes-là. Voilà. Et donc, ces 5 volumes, qui sont aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal dans le Fonds Enfantin, donc ils portent la cote, Fonds Enfantin 7643-47, sont la pierre angulaire hein, de ce fonds, et peut-être parmi les volumes les plus précieux, tant par leur contenu que leur histoire.
en tant qu'objet. Voilà. Autre pièce intéressante, les 3 petits volumes que vous avez ici, qui témoignent d'une activité qui est encore assez originale, qui est celle d'un atelier de reliure qui est monté à Ménilmontant par les Saint-Simoniens. Et donc ils signent, vous voyez, sur le dos les reliures. Donc c'est des pièces imprimées qui proviennent donc de la bibliothèque de Ménilmontant, dont la gestion est confiée aux femmes du mouvement et va rester aux mains des femmes assez longtemps en réalité. Donc avec une série de pièces qui sont imprimées par les Saint-Simoniens eux-mêmes. Je vous montre ici le portrait en première page d'Enfantin. Et donc des pièces qui sont reliées donc avec une dédicace à la mère qui fait référence à la religion saint-simonienne pour laquelle il fallait qu'il y ait un père et pour équilibrer une mère en chef de file, en couple chef de file de la grande famille saint-simonienne. Le grand drame du saint-simonisme, ce sera que jamais trouver la mère en fait, finalement. Et cette reliure est signée et elle porte aussi une référence à Sainte-Pélagie où va être emprisonné le père Enfantin, donc après la dissolution de la retraite à Ménilmontant. Et donc le fonds Enfantin, les imprimés du fonds Enfantin, c'est encore quelque chose qui reste à étudier, qui est en cours d'étude en ce moment, mais il y a toute une bibliothèque donc, qui a été transmise à l'identique à la bibliothèque de l'Arsenal, qui a été transmise dans son intégralité à la bibliothèque de l'Arsenal et qui se trouve aujourd'hui dans une seule et même pièce rassemblée dans son classement d'origine. Et ça dit aussi beaucoup de choses sur quelle c'était à la fois la bibliothèque pratique d'un mouvement qui ne cesse d'explorer en permanence, d'approfondir son idéologie, mais aussi parfois aussi avec la comparaison avec d'autres mouvements. Donc il y a des textes comtistes, il y a des textes fouriéristes, il y a des textes de mouvements ou d'écoles de pensée similaires à celles du saint-simonisme, mais aussi une sorte de bibliothèque idéale pour l'étude des sciences politiques, morales et sociales. C'était la bibliothèque qu'ils appelaient de leur vœu, devait être une bibliothèque des sciences politiques, sociales et morales. Donc une sorte de bibliothèque idéale des textes fondateurs, des textes les plus importants qui doivent nourrir une pensée qui leur paraissent importants qu'elle existe en tant que telle. Et puis enfin une autre pièce emblématique du fond, ce sera évidemment les numéros du Globe. Les Saint-Simoniens vont énormément communiquer par voie de presse. Ils vont investir le journal du producteur d'abord, et puis leur grand coup de maître, ce sera de racheter le Globe. Et donc le Globe va devenir un outil de diffusion des idées saint-simoniennes avec sa parution quotidienne. Et donc, s'il faut vous en montrer qu'un seul numéro, peut-être celui-ci, celui du 23 janvier 1832, le lendemain donc, de la perquisition de la police au siège rue Monsigny, où sont prises toutes les archives, y compris celles du Globe lui-même, et le journal paraît quand même et commence par un article qui s'intitule Persécution, et qui commence: hier à midi, notre Père suprême Enfantin et notre Père Olympe Rodriguez, chef du culte, se disposaient à se rendre à la salle Thébout, où ils devaient présider la prédication et où tous leurs fils réunis les attendaient lorsqu'un détachement de police, etc., etc. Et donc là, la perquisition est évidemment racontée avec force détail et dans les termes les plus dramatiques au lectorat du Globe. Donc le Globe qui s'intitule à ce moment-là Le Globe, virgule, journal de la religion saint-simonienne, ce qui en dit long sur le contenu programmatique du journal et puis sur la dimension mystique du mouvement, qui est
peut-être plus difficile à apprécier aujourd'hui, mais extrêmement importante à ce moment-là dans la démarche saint-simonienne, dans l'école de pensée saint-simonienne. Et puis ces citations en exergue extrêmement parlantes sur le mouvement, à gauche, à chacun selon sa vocation, et à droite, à chacun selon ses œuvres. Voilà. Donc, et puis le leitmotiv, si vous voulez, du mouvement: toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration progressive du sort moral, physique et intellectuel de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Et tout programme social et politique et industriel, finalement, du saint-simonisme est résumé en exergue et en tête de tous les numéros du journal du Globe. Ce qui constitue évidemment une source absolument indispensable pour tous les chercheurs qui travaillent sur l'histoire du mouvement, puisque voilà, consigné jour après jour dans ce périodique, dans cette publication, le mouvement, son évolution, ses propositions, la façon dont il s'approprie l'actualité, la façon dont il pense propager ses idées, la façon dont il regarde le monde aussi, avec une rubrique extérieure, nouvelles diverses, etc. Donc, encore une fois, des témoignages extrêmement importants pour l'étude du mouvement aujourd'hui, et qui, heureusement, et de leur fait, nous est parvenu intégralement. Alors une autre des parties intéressantes du Fonds saint-simonien sont toutes les archives liées à la pensée industrialiste, et aux projets concrets sur lesquels cette pensée s'est exercée. Et notamment, il y a tout un lot d'archives sur l'histoire du PLM, du Paris-Lyon-Marseille, et il y a tout un lot d'archives sur la création du canal de Suez. Alors, l'intérêt des Saint-Simoniens pour l'Orient, pour l'Égypte en particulier, et pour l'Algérie dans un second temps, remonte à loin. En fait, après 1832 et la dissolution du mouvement, il y a une fuite un peu nécessaire, et donc c'est Barrault qui va créer les Compagnons de la Femme, et donc la fuite rendue peut-être un peu nécessaire par l'exil, peut-être un peu nécessaire aussi par le contexte judiciaire, et peut-être rendue un peu nécessaire aussi par l'état de déréliction psychologique dans lequel se trouvent les fils du saint-simonisme après la condamnation à la prison des chefs de file du mouvement. Cet élan, cette nécessité de fuir se revêt aussi d'un sens autre, qui va être plus mystique, et qui va être la nécessité ou l'envie d'aller chercher la mer, puisque le mouvement, la religion, portait dans son programme l'idée qu'il y ait un père et une mère, et qu'une forme d'équilibre dans le mouvement allait être atteinte par cette binomie en tête du mouvement. Or, la mère, on ne l'a pas trouvée, elle n'existe pas. Et donc, Barrault crée les Compagnons de la Femme pour partir en Égypte chercher la mer. Alors, on est dans cet Orient un peu fantasmé. Le voyage en Égypte, ce ne sont pas les Saint-Simoniens qui l'inventent en 1833. Ils s'inscrivent dans tout un contexte, en fait, finalement, idéologique et géographique de leur temps, mais ils vont y chercher finalement autre chose. Ils sont dans une sorte de quête mystique, et dont on a des témoignages d'ailleurs assez intéressants dans de la correspondance, des journaux intimes qui nous sont parvenus ou qui ont été acquis par la bibliothèque de l'Arsenal, qui enrichit le Fonds saint-simonien très très régulièrement, et s'intéresse dans les pas de la recherche de plus en plus aussi à ces témoignages-là, ces témoignages intimes, de la façon dont était intimement vécu le mouvement en tant que religion,
et notamment par les femmes. Donc ce départ en Égypte devient moins une fuite qu'une expédition. Et elle va apporter énormément de choses aux Saint-Simoniens. Et notamment, elle va leur donner l'idée du percement du canal de Suez. Donc les Saint-Simoniens vont être les premiers à avoir l'idée de créer cette nouvelle route commerciale entre la Méditerranée et la mer Rouge, en perçant un canal, et ils vont faire les premiers travaux pour. Donc un peu plus tard, c'est en 1846 que la Société du canal de Suez, la Société d'études du canal de Suez va être créée, et ce sont les travaux des Saint-Simoniens, parmi lesquels Ferdinand de Lesseps sera compagnon de route, qui vont porter la première pierre à ce projet. Et donc la première étape, ça va être de réaliser une grande campagne cartographique et topographique, une étude de terrain de la région, dans l'idée de prévoir un tracé, et donc les calculs des Saint-Simoniens vont aller assez loin. Le tracé définitif va s'en écarter quelque peu. À un moment donné, Lesseps va partir faire scission avec la Société d'études du canal de Suez, et donc aller mener ses propres études et son propre projet, mais le tracé imaginé par les Saint-Simoniens différera finalement assez peu du tracé qui va être retenu finalement, et ça c'est par leur propre élan et leur propre initiative et leurs propres travaux. Et les archives ont gardé une trace de tous ces travaux qui ont lieu avant le dépôt des archives, logiquement. Donc l'inauguration du canal de Suez, c'est 1869, et tous les travaux préliminaires des Saint-Simoniens vont être complètement porteurs de toutes ces idées-là, et donc il reste une correspondance autour, et il reste des archives, et il reste des calculs, il reste aussi des publications, des mémoires publiées par tous ces ingénieurs, et puis toute une série, dans le côté plus iconographique, coloré, toute une série de dessins scientifiques de la région et de relevés topométriques de la région. Donc on voit ici un exemple un dessin aquarellé collé sur toile, pour sa bonne conservation, auquel il faudrait, vous imaginez qu'il faut adjoindre en fait toute une série d'autres dessins qui, mis bout à bout, constituent une immense fresque, un immense plan du canal de Suez, tel que projeté, tel qu'imaginé par les Saint-Simoniens. Et le rêve oriental des Saint-Simoniens va se poursuivre en parallèle dans une autre région, ce sera l'Algérie, avec Thomas Urbain, donc lui aussi un ingénieur, qui va partir en Algérie, découvrir l'Algérie, s'y établir, y rester, apprendre l'arabe, se convertir à l'islam, et va endosser un rôle très important, et peut-être aujourd'hui complexe aussi, de quelqu'un qui va à la fois énormément pousser, il va être le conseiller de Napoléon III sur sa politique algérienne, il va énormément pousser pour la politique coloniale française dans cette région, tout en poussant énormément aussi pour un respect des droits des Algériens, pour une égalité des droits des Algériens. Lui-même s'étant converti, lui-même donc se considérant quasiment comme l'un des leurs, et donc Algérie et Égypte vont être les deux grandes expéditions orientales et les deux grands projets orientaux du saint-simonisme. Et ils vont faire totalement partie de l'héritage de ce mouvement, tant ces deux idées, ces deux projections vers l'Orient, toujours motivées au départ, le départ est toujours motivé par un soubassement un peu mystique, mais ces deux projections vont finalement
influencé énormément tant l'histoire industrielle que l'histoire politique de la France. Dans les autres grands projets emblématiques et qui ont largement survécu, des projets industriels portés par les Saint-Simoniens et par le saint-simonisme, le PLM, le fameux Paris-Lyon-Méditerranée, donc cette ligne ferroviaire qui va de Paris à Marseille en passant par Lyon, qui est largement portée aussi par les Saint-Simoniens et dont les archives des propositions ont rejoint le sein de la bibliothèque de l'Arsenal. Et donc vous voyez par exemple un plan comme celui-ci, qui représente la région de Lyon et sur lequel on voit le tracé proposé pour une ligne par l'administration et le tracé proposé par la compagnie, celui qui sera retenu, donc la ligne rose qui vient, le nord est par ici, donc qui vient du nord par là, en passant par la Guillotière, la gare des Brotteaux. Aujourd'hui on aurait la Part-Dieu, puis qui file vers le sud en contournant le projet initial de contourner dans l'autre sens de l'administration. Prosper Enfantin lui-même va être administrateur du PLM, et donc vous le voyez sur le tableau ci-dessus, derrière moi, qui est un tableau de 1857, où on a un tout autre Prosper Enfantin que celui du buste de tout à l'heure. Un buste certes monumental, mais où le père Enfantin avait une barbe de patriarche, les cheveux longs, et puis un costume extrêmement parlant, extrêmement idéologique, en fait, celui du mouvement. Là vous le voyez retrouvant des habits de civil et puis posant dans tous les atours de l'administrateur de la grande compagnie industrielle du PLM, le fauteuil dans lequel il est confortablement installé, et malgré tout, à côté de lui, la Bible, le Coran et un texte de Saint-Simon qui rappelle la base idéologique qui est la sienne, la base idéologique du saint-simonisme, cette dimension mystique de religion saint-simonienne qui est symbolisée par la Bible, et puis cette dimension mystique déportée vers l'Orient, symbolisée par le Coran, l'intérêt pour la mystique orientale, et puis le corpus de la doctrine de Saint-Simon, qui n'aura fait que développer tout au long de sa vie, et qui, nous dit le peintre à ce moment-là, est encore la sienne, au même titre que la mystique saint-simonienne, alors qu'on est bien longtemps après l'emprisonnement, bien longtemps après la dissolution de Ménilmontant, et pourtant qu'il revendique encore, même au plus haut degré de la fortune industrielle et de la réussite sociale. Voilà pour cette présentation du mouvement saint-simonien à travers ses archives, constituées par lui-même, des archives qui sont aujourd'hui donc à la bibliothèque de l'Arsenal. Un mouvement, des archives qui continuent d'être énormément étudiées, un mouvement qui continue d'être énormément étudié, probablement parce qu'il a encore une actualité, parce qu'il y a encore des pans de cette idéologie qui restent à explorer davantage. Aujourd'hui, beaucoup de travaux s'intéressent à la femme, au statut que la pensée saint-simonienne accordait à la femme, à la place qu'elle voulait qu'elle lui voyait dévolue dans la société, à l'égalité qu'elle prônait entre les femmes et les hommes, des thématiques qui sont aujourd'hui étudiées parce qu'elles font écho évidemment à notre société, et la recherche
s'est beaucoup interrogé et s'interroge beaucoup en ce moment sur cet héritage du saint-simonisme, ce qui ouvre de belles perspectives. Il y a encore aujourd'hui des hommes politiques, des polytechniciens, des industriels qui vont se réclamer d'un certain héritage du saint-simonisme ou au moins d'une proximité intellectuelle avec les idées de Saint-Simon et avec ce qu'elles vont devenir au XIXe siècle. Il y a encore aujourd'hui de très grandes entreprises françaises qui sont directement les héritières des entreprises créées ou lancées par des Saint-Simoniens. En un mot, ces archives n'ont pas fini d'être consultées, n'ont pas fini d'être étudiées, et la bibliothèque de l'Arsenal continue et continuera de les enrichir et de les préserver pour la postérité.